Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui se sont joints à nous par Facebook. Vous êtes dans un cours de magistrade qui s'appelle la traduction administrative idiomatique volet 1. Je m'appelle François Lavallée. Alors, on va partager aujourd'hui ma présentation sur ce que j'appelle la cosmologie du traducteur. On va montrer un petit peu comment je me représente l'univers du traducteur en tant que traducteur qui a 30 ou 35 ans d'expérience. Alors, petit rappel pour commencer, pour situer le sens du mot cosmologie. Qu'est-ce qu'une cosmologie? C'est la façon dont on se représente l'univers. Alors, par exemple, on connaît tous classiquement la cosmologie judéo-chrétienne qui est constituée ici de la Terre, du paradis un peu en haut, donc le ciel ou ce qu'on appelle le ciel ou le paradis, et en bas de l'enfer. Donc, c'est représenté avec mes grands talents de graphiste ici. Alors, comment se compare à ça la cosmologie du traducteur maintenant? La cosmologie du traducteur, telle que je me la représente, commence aussi par une terre qui est au centre. Et vous avez d'un côté un paradis et de l'autre côté un autre paradis encore. Alors, première surprise, il n'y a pas d'enfer dans la cosmologie du traducteur. Donc, vous voyez, c'est une cosmologie qui est très positiviste. Alors, je me le représente comme ceci. Qu'est-ce que j'entends maintenant par ces deux paradis et puis la Terre? Alors, si vous connaissez des gens qui ont déjà suivi les formations de traduction administrative idiomatique, vous avez peut-être entendu ces gens-là parler de ce que j'appelle le paradis du français. C'est un concept clé que j'explore dans mes 3 cours de traduction administrative idiomatique. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, vous voyez ici, avec la représentation du diagramme de Venn, vous avez 2 univers qui se recoupent. À gauche, vous avez ce que j'appelle le paradis de l'anglais et à droite, le paradis du français. Pourquoi je parle de paradis? Donc, il y a 2 univers linguistiques qu'on connaît bien, l'anglais et le français. Je parle de paradis parce que quand on est uniquement dans un des 2 univers, on n'a pas l'impression que la langue nous limite, qu'on est limité par la langue. Un anglophone qui parle en anglais, un anglophone qui écrit en anglais, n'a pas l'impression que sa langue est limitée. Il a l'impression qu'il peut dire tout ce qu'il veut, exprimer ses idées, ses émotions, ses analyses, etc. Même chose pour nous. Donc, moi, je suis un francophone. La plupart des gens qui sont francophones, qui parlent français, tant qu'on parle en français ou qu'on écrit en français, on n'a pas la sensation que notre langue est limitée. On a l'impression de pouvoir dire tout ce qu'on veut, toutes nos idées, toutes nos émotions, etc. Donc, c'est un peu une forme de paradis et il faut être traducteur pour se rendre compte que c'est un paradis parce que bizarrement, même si on connaît très bien les 2 langues, quand on doit passer d'une langue à l'autre, donc pour les francophones généralement, mais pas toujours, mais généralement, traduire de l'anglais vers le français, on se rend compte que les 2 univers ne se recoupent pas parfaitement. D'où mon diagramme ici, où il y a seulement qu'une intersection entre les 2. Et là, on sort du paradis parce que ce qui était si facile à dire dans une langue devient difficile à dire dans l'autre langue, et on a l'impression que la langue d'arrivée, et souvent notre propre langue maternelle, est limitée. Ce qui est très bizarre, c'est une sensation qu'on ne va pas avoir normalement tant qu'on reste dans notre propre univers. Donc ça, ce sont les 2 paradis et vous avez donc au milieu l'intersection, ce que j'appelle la Terre. Qu'est-ce qu'on entend plus exactement par la Terre? Prenons une petite phrase assez simple ici à traduire. This ship was the first to pass through the Panama Canal. Ce navire fut le premier à traverser le canal de Panama. On a parlé au début de la formation tout à l'heure du mot idiomatique. Je vous ai posé la question. Qu'est-ce qu'une traduction idiomatique? On m'a répondu, une traduction idiomatique, c'est une traduction qui ne sent pas l'anglais. Ça, c'est le Graal du traducteur. C'est-à-dire que ce que les traducteurs cherchent à faire, les traducteurs professionnels, c'est non seulement de rendre la même idée dans la langue d'arrivée, mais aussi de produire des traductions telles qu'on ne saura pas que c'est une traduction, on ne verra pas la langue de départ derrière. C'est une traduction idiomatique. Alors, on regarde cette traduction ici. Ce navire fut le premier à traverser le canal de Panama. Si je vous pose la question, est-ce que c'est une traduction idiomatique? Ce serait un petit peu un piège parce que cette phrase-ci est facile à traduire. La traduction que vous avez sous les yeux, elle est idiomatique, oui et non. En fait, c'est une traduction qu'on pourrait qualifier de littérale. C'est un des rares cas en traduction, les traducteurs sont bien placés pour le savoir, où une traduction mot à mot fonctionne bien. On peut le traduire mot à mot. Le mot ship ne pose pas de problème. On traduit par navire, was, fut, le premier, first, traversé, pass through, canal de Panama, tout ça. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la Terre. C'est la zone assez limitée, finalement, où il y a une conjonction, une intersection, si vous voulez, entre les 2 univers linguistiques et où on peut se contenter de traduire mot à mot sans qu'il y ait de problème.
Évidemment, c'est quelque chose de très rare dans un texte. Si c'était si courant que ça ferait longtemps que les machines pourraient faire le travail à notre place. On sait très bien que ça prend plus de travail qu'un simple mot à mot pour faire des traductions. Au niveau lexical, je dirais, on pourrait explorer encore la notion de terre en traduction par ces petits mots-là qui ne sont pas difficiles à traduire. Si je vous demande de traduire violin, vous allez me dire violon, book, vous allez me dire livre, ou peut-être bouquin si vous voulez aller dans un registre différent. Computer va se traduire par ordinateur. Ce ne sont pas des mots qui sont difficiles à traduire. Et même chose, encore une fois, il y a un certain nombre de mots qui entrent dans cette catégorie, mais il y a beaucoup de mots qui sont en fait très difficiles à traduire d'une langue à l'autre. Alors, par exemple, ici, si je vous demande de traduire le mot dangerous en français, assez spontanément, vous allez me répondre dangereux et vous allez avoir raison. Donc, on est encore dans la terre ici. Si je vous demande unsafe, comment on va traduire unsafe en français? Ça, c'est moins facile. C'est plus difficile de trouver une traduction directe. Mais après tout, on pourrait bien traduire ça par dangereux, encore une fois. Si je vous demande un synonyme, vous pourriez me dire peut-être qu'on pourrait traduire par risqué. Ça avance bien. On a deux mots anglais, deux mots français. Maintenant, je vais vous demander comment on pourrait traduire risky en français. Et là, on est un petit peu coincé. On va dire, on va encore traduire par risqué. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On est devant une espèce de phénomène d'entonnoir, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on se rend compte que pour trois mots anglais, on a seulement deux mots français. Évidemment, c'est très schématisé tout ça. Mais je pense que quiconque a fait un peu de traduction connaît très bien cette sensation-là, cette sensation-là généralisée. L'impression qu'en anglais, dans la langue de départ, il y a plus de possibilités, plus un vocabulaire plus riche, si on veut, que dans la langue d'arrivée. Beaucoup de traducteurs me disent, j'aimerais bien sortir de mes ornières. Les ornières, c'est ça, c'est qu'on a l'impression constamment, quand on traduit l'anglais vers le français, qu'on recourt constamment aux mêmes mots en français, alors qu'en anglais, on a l'impression que le vocabulaire est illimité. Il faut s'arrêter à cette sensation-là qui est quand même importante, et je reviens à ma notion de paradis. On a l'impression que le vocabulaire de l'anglais, langue de départ, est illimité. Pourquoi? Parce que la personne qui s'exprime en anglais, qui écrit le texte en anglais, est dans sa propre langue et dispose de l'ensemble, la totalité du vocabulaire qui existe dans sa langue. En théorie, nous, en français aussi, on dispose de la totalité du vocabulaire qui existe dans notre langue. Mais concrètement, généralement, les traducteurs n'ont pas recours à la totalité du vocabulaire. Ils vont aller chercher uniquement les mots qui sont suggérés par l'anglais. Alors, si on revient à notre schéma paradis de l'anglais, paradis du français et la terre. On a nos mots, donc dangerous, dangereux, risky, risqué, qui appartiennent à la terre, qui se traduisent facilement. Vous avez du côté gauche ce que j'appelle le paradis de l'anglais, unsafe. C'est un mot qui est très, très naturel, très courant en anglais, mais qui ne va pas se traduire directement en français. Pour le traduire, on va aller chercher un mot qui aurait pu aussi correspondre à un mot ressemblant en anglais. Donc, il y a encore une fois le problème d'avoir trois mots anglais pour deux mots français. Alors ça, ce que vous avez sous les yeux, vous pouvez le multiplier presque à l'infini avec toutes sortes de mots. Et c'est ce qu'on voit généralement dans les traductions de l'anglais vers le français, c'est-à-dire une série de mots qui sont sur la Terre, qui se traduisent soit directement à partir de mots anglais qui leur ressemblent, ou qui deviennent l'aboutissement d'une traduction d'un mot du paradis de l'anglais pour lequel il n'y a pas d'équivalent direct en français. Tout ça se passe comme si du côté du paradis du français, il n'y avait rien, il n'y avait pas de vocabulaire, pas de mots de ce côté-là, ce qui serait évidemment injuste et ce qui est vraiment théoriquement impossible. Je vais revenir du côté du paradis du français bientôt, évidemment. Autre exemple, rapidement, avec des mots qu'on connaît bien, financing peut se traduire par financement. Vous tombez sur le mot anglais funding, vous allez encore le traduire par financing. Vous avez le mot anglais, par financement. Vous avez le mot fundraising, vous allez encore le traduire par financement. Et là, on se retrouve avec trois mots anglais qui se traduisent de la même façon en français. Il y a encore une fois un sentiment de frustration, l'impression que l'anglais a un vocabulaire plus riche que le français, ce qui encore théoriquement est impossible. Et toujours comme s'il n'y avait rien du côté du paradis du français. Or, il faut bien qu'il y ait quelque chose du côté du paradis du français. Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir comme mot du côté du paradis du français? Je vais vous conter une anecdote personnelle.
qui représente le jour où j'ai découvert, si vous voulez, le paradis du français, sans le nommer de cette façon-là, évidemment. Ça remonte déjà à de très nombreuses années. J'étais traducteur débutant à l'époque. Ça faisait quelques années à peine que j'étais traducteur. Et un soir, je participe à une soirée d'Halloween chez un de mes amis. Il y avait beaucoup de gens. Et puis, je rencontre le père de cet ami-là qui se met à parler avec moi. Et puis, évidemment, question classique pour commencer, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je lui réponds que je suis traducteur. Et là, aux surprises, il ne me demande pas combien de langues je parle. J'étais déjà soulagé de ne pas avoir à répondre à cette question-là parce que c'est pas il faut être traducteur pour savoir que c'est une question qui est difficile à répondre. J'ai des notions d'allemand et d'espagnol en plus de l'anglais, mais est-ce que je peux dire que je parle allemand ou espagnol? C'est compliqué. Bref, il ne me pose pas cette question-là. Et lui, au contraire, il me dit, et je connais une traductrice qui travaille chez nous. Il me dit son nom, puis il me dit, est-ce que tu la connais? Alors, je ne la connaissais pas. Alors, lui, il travaillait au ministère des Communications du gouvernement du Québec. Alors, il faut bien comprendre qu'au gouvernement du Québec, les communications se font en français et les traducteurs, donc généralement, sont les traducteurs qui traduisent vers l'anglais. Et alors, la traductrice qu'il connaissait s'appelait Mary. Alors, il me dit, bon, est-ce que tu connais Mary? Non, je ne connais pas Mary. Alors, il me dit, Mary me racontait l'autre jour qu'il y avait un mot qu'il avait beaucoup de mal à traduire, que les traducteurs anglophones avaient beaucoup de mal à traduire en anglais. Et moi, j'étais très intrigué de savoir quel était ce mot compliqué en français qui était difficile à traduire en anglais. Et il me dit, c'est le mot concertation. Et là, j'ai trouvé ça bizarre parce que je me suis dit, mais pourtant, concertation, ce n'est pas un mot très compliqué, c'est un mot très simple. Et là, j'ai continué à réfléchir et je me suis dit, c'est drôle, ça fait 3 ou 4 ans que je suis traducteur. Il me semble que je n'ai jamais utilisé le mot concertation dans mes traductions. Et j'ai continué à réfléchir pendant que mon interlocuteur prenait une gorgée de bière de plus. Et là, je me disais, c'est drôle parce que les textes que je traduis, pourtant, parlent souvent de concertation. Si vous traduisez les textes administratifs, vous savez très bien que l'idée de travailler ensemble, de collaborer, la synergie, etc., ce n'est pas les mots qui manquent. L'idée de travailler ensemble, l'idée même, le concept de concertation est omniprésent dans les textes administratifs, ne serait-ce que pour dire qu'on en manque, ou qu'on en veut, ou qu'on en fait, etc. Et là, j'ai trouvé ça très, très bizarre et je me suis rendu compte, je me suis dit, il faut absolument que je plug le mot concertation dans mes traductions. Croyez-le ou non, ça m'a pris des mois. Ça m'a pris littéralement des mois. J'avais le petit mot concertation que j'avais écrit sur un petit papier jaune dans le bas de mon écran et je cherchais l'occasion d'utiliser concertation et ça ne me venait jamais à l'esprit. Jusqu'à ce que, bonjour, un client m'envoie un texte où on parlait constamment, on avait constamment le doublon, le doublet plutôt, Cooperation and Coordination. On disait des choses comme We need more cooperation and coordination. Souvent, les mots étaient ensemble. Et donc, je traduisais ces phrases-là en disant, dans Cooperation and Coordination, comment on va traduire ça en français? Nous avons besoin de plus de coopération et de coordination. Et là, tout d'un coup, et heureusement, j'en avais pendant plusieurs pages comme ça où l'auteur se répétait, jusqu'à ce que le petit papier jaune dans le bas de mon écran me fasse un petit coucou et me dise « Concertation, tu es en train de parler de concertation en utilisant d'autres mots. » Et là, c'est là qu'est arrivée l'illumination. Je me suis rendu compte que ce que je traduisais, j'allais dire bêtement, c'était pas bête, mais ce que je traduisais, disons, mécaniquement par coopération et coordination pouvait être rendu par un seul mot, au fond, le mot concertation. Ce mot-là traduit très bien le doublet Cooperation and Coordination. Donc, je gagnais, on parlait tout à l'heure de taux de foisonnement, je pouvais avoir une traduction française un peu plus courte avec un mot du paradis du français. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette... donc, on a enfin un premier mot du paradis du français. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette anecdote? D'abord, première des choses, c'est important de bien comprendre que je ne commettais pas d'erreur en traduction en traduisant Cooperation and Coordination par coopération et coordination. C'est très important parce que comme traducteur, on a une formation qui nous amène à nous méfier surtout des erreurs. On veut éviter de faire des erreurs. Et la question souvent qu'on me pose dans un cours de traduction, c'est est-ce qu'on a le droit de dire ça? Est-ce que ce mot-là est autorisé, etc. On fonctionne beaucoup, surtout les francophones, beaucoup plus que les anglophones, en termes d'autorisation et d'interdiction pour la langue. Or, ici, ce n'est pas une question d'avoir le droit ou pas. C'est une question d'explorer, de maximiser l'utilisation des ressources de notre propre langue, qui est la langue d'arrivée. Alors, en traduisant Cooperation and Coordination par coopération et coordination, je ne commettais pas d'erreur, mais je me privais d'un mot du paradis du français. Et ça, on peut multiplier ça presque à l'infini dans les opérations de traduction qui sont faites en général. C'est-à-dire que si les traducteurs, en général, se contentent d'utiliser des mots qui sont sur la terre, ce qui fonctionne assez bien d'habitude, on l'a vu tout à l'heure avec, mettons, funding, fundraising, financing, les 3 se traduisent par financement, et on se contente de ça. Si on n'explore pas ce qui se passe du côté du paradis du français, nos
textes français vont être plus pauvres en vocabulaire que les textes anglais, parce que les auteurs anglophones, eux, ne se privent pas pour aller chercher l'ensemble, la totalité de leur vocabulaire. C'est ce qui fait que c'est une des raisons qui font que souvent, une traduction va être plus terne que l'anglais parce que le vocabulaire est moins riche. On va aller chercher des mots moins idiomatiques. Et le vocabulaire est moins riche, moins imagé, moins précis aussi souvent. Alors, que faire? Comment on peut... Quelles sont les conclusions à tirer de ça? Comme traducteur, nous avons le devoir d'aller explorer le paradis du français. Ce qui n'est pas évident puisque, d'une part, comme je l'ai dit, par définition, c'est des mots qui ne sont pas suggérés par l'anglais. En plus, on parlait dernière tout à l'heure, beaucoup de traducteurs ont l'habitude de traduire tel mot par tel mot parce que c'est comme ça que ça se fait dans l'organisme où ils travaillent, le ministère, l'organisme public, l'entreprise, etc. Il y a toutes sortes de pressions implicites ou explicites de la part du client aussi qui est habitué de voir tel mot traduit par tel mot. Alors, quand on se met à explorer le paradis du français, par exemple ici, supposez que vous voulez utiliser le mot concertation dans vos traductions, il y a une quinzaine de personnes qui font partie du groupe actuellement, en plus de ceux qui nous écoutent sur Facebook ou YouTube, mais je suis à peu près convaincu que si on faisait un sondage, si j'allais voir vos traductions de la dernière année, je suis certain qu'à 15 personnes, je verrais très, très peu, sinon aucune occurrence du mot concertation dans vos traductions, y compris le verbe concerter ou l'adjectif concerté et, comme par exemple action concertée. Statistiquement, c'est à peu près certain, je connais assez bien mon traduction pour savoir que c'est un mot qui est très, très peu utilisé par les traducteurs. Or, l'injustice, si vous voulez, c'est que, n'oubliez pas l'anecdote de départ, c'est que c'est le père d'un de mes amis qui est fonctionnaire qui dit une traductrice anglophone m'a dit que ce mot-là était difficile à traduire. Si elle a dit ça, c'est parce qu'elle le voit très souvent dans les textes rédigés en français. Donc, on a un problème, c'est-à-dire que tous les textes administratifs rédigés en français utilisent beaucoup le mot concertation, parce que c'est un mot très positif, alors que nos traductions françaises, elles, ne l'utilisent à peu près jamais. Alors, si on veut faire des traductions idiomatiques, il faut impérativement aller chercher le mot concertation, ce qui va nous permettre évidemment aussi d'élargir notre vocabulaire, d'enrichir le vocabulaire de nos textes, et plus le vocabulaire d'un texte est varié, plus ça maintient l'intérêt aussi. Donc, pour la lisibilité, la clarté, l'efficacité du message, c'est une chose dont il faut tenir compte aussi. Un autre exemple maintenant du côté du paradis du français, pour aller assez rapidement. Traduire le mot système en anglais par le mot système en français, ça se fait facilement. C'est pas très compliqué. Mais par contre, pour le mot système anglais, il y a plusieurs mots différents en français. On peut parler de régime, comme dans régime parlementaire, qui devient parliamentary system en anglais, appareil digestif, qui devient système aussi en anglais, ou réseau fluvial pour river system en anglais. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a un choix en français. On a régime parlementaire ou régime présidentiel, par exemple. On pourrait parler en français de système parlementaire ou de système présidentiel. Encore une fois, ce ne serait pas une erreur. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez le français régime parlementaire, en anglais, ils n'auront pas le choix de traduire par système. En français, on a le choix de traduire système par système ou par régime. C'est important parce qu'on a un choix en français et si systématiquement, à partir du choix, on va aller chercher le mot qui ressemble à l'anglais, on ne va pas profiter de la richesse du vocabulaire du français. Pour appareil digestif, même chose, on pourrait dire système digestif ou appareil digestif. Certaines personnes m'ont expliqué qu'il y avait une différence terminologique entre les deux. Chose certaine, le mot appareil va forcément se traduire par système ici en anglais. Donc, encore une fois, on a une possibilité. Pour réseau fluvial, par contre, je ne pense pas qu'on puisse dire système fluvial. Donc, on est ici forcé d'aller vers le mot du paradis du français. Donc, vous voyez un petit peu le principe, comment on peut jouer à ça. On va parler des charnières un peu plus tard dans le cours. However est une charnière courante et très simple. Vous n'avez pas besoin de moi pour traduire however par cependant ou par toutefois. Si vous le faites, par contre, vous restez sur la terre. Si on va voir les textes traduits du français vers l'anglais, et on regarde dans quelle situation on va se retrouver avec le mot however dans la traduction anglaise, et on regarde ce qu'il y avait à l'origine en français, on se rend compte que le français dispose de beaucoup d'autres façons d'exprimer cette idée. Il n'en reste pas moins que, cela dit, par ailleurs ou or. Ce ne sont que quelques exemples. Alors ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir dans des bitextes de traduction du français vers l'anglais. Je suis allé voir des cas où il y avait le mot however en anglais et je suis allé voir quel était le point de départ en français. Évidemment, il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas plus
idiomatique que ça en français. N'attendez pas d'avoir en anglais « it doesn't remain less than » pour utiliser l'expression « il n'en reste pas moins que » en français. Ça ne va jamais arriver. Il n'en reste pas moins que devient tout bêtement « however » en anglais. Donc, quand vous voyez « however », c'est une des traductions, ce n'est pas la seule. Quand vous voyez « however », dites-vous qu'au-delà de cependant ou toutefois, si vous voulez être idiomatique, aller écrire les choses telles qu'elles s'écrivent en français, vous avez ces autres possibilités-là. Il n'en reste pas moins que, cela dit, par ailleurs, même chose, n'attendez pas d'avoir by elsewhere en anglais, ça n'arrivera jamais, ou le fameux or sur lequel on va revenir pendant la deuxième demi-journée de cette formation aussi. Le mot or est un mot que j'affectionne particulièrement parce que d'abord, c'est un beau mot qui exprime une relation très particulière entre deux idées et c'est un mot qui ne se traduit pas en anglais. Souvent, on le traduit par however, mais très souvent, les traducteurs anglophones vont simplement le laisser tomber, ne rien mettre du tout, se contenter de juxtaposer les deux phrases. Alors voilà, c'est ce qui explique cette fameuse notion de paradis du français, de paradis de l'anglais. Et maintenant, toujours plus loin dans l'inconnu, pourquoi je vous mets ça? C'est qu'à partir du moment où on a constaté ce que je viens de vous dire, notre devoir premier comme traducteur, ça va être d'aller explorer le paradis du français. Il va falloir aller chercher des textes, aller lire des textes rédigés en français et aller chercher dans ces textes-là les mots, les tournures, les expressions qu'on n'utilise pas dans nos propres traductions et trouver la manière de les introduire dans notre traduction. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble pour ceux qui sont avec nous sur Facebook ou sur YouTube, je vais vous quitter dans quelques minutes. Ceux qui sont inscrits au cours, donc on va faire ensemble cet exercice-là d'explorer le paradis du français en allant avoir un texte rédigé en français. Avant de vous quitter, peut-être juste un petit mot sur toujours plus loin vers l'inconnu et qui va vous révéler en même temps la source de mon inspiration pour cette notion de paradis du français. Je ne sais pas si ce slogan-là vous dit quelque chose. Quand je pose la question en classe, d'habitude, les gens pensent que c'est Buzz Lightyear, c'est le slogan de Buzz Lightyear, ce qui est faux. Donc, Buzz Lightyear, c'est plutôt vers l'inconnu et plus loin encore, je crois. Le slogan toujours plus loin vers l'inconnu est plutôt tiré de ce roman de Bernard Werber qui s'appelle Les Thanatonautes. Donc, Bernard Werber est connu surtout pour sa trilogie qui s'appelle Les Fourmis. Il a aussi écrit Les Thanatonautes qui raconte l'histoire d'un scientifique qui fait des expériences de mort, de mort imminente, near-death experience. Alors, il crée artificiellement de la mort. Vous savez, les gens qui meurent temporairement sur la table d'opération et qui voient tout d'un coup un corridor avec une lumière blanche au bout, tout ça. Alors, lui, il essaie de créer ça